Bonjour à tous, je vous l'avais annoncé sur cette minute en avant-première, avant tout le monde. L'actualité du jour, elle est confirmée, c'est bien sûr la victoire incroyable au premier tour du candidat souverainiste roumain avec plus de 40% des voix. Une vraie débâcle pour l'Europe. Le 18 juin, Georges Simion aura toutes les chances d'être élu président. Un score inenvisageable, bien au-delà des espérances. Il a damé le pion au candidat pro-Europe. En Roumanie, les gens crient à propos de l'Europe: retrouvons notre souveraineté. Les voleurs, qu'ils partent. Les voleurs, dehors, ont crié les manifestants dans toutes les villes roumaines. La Roumanie, c'est un exemple comme l'Allemagne avec l'AfD, comme en Autriche, en Hongrie, en Slovaquie, comme dans tant d'autres pays maintenant, de pays qui disent « fuck » à l'Europe. Il n'y a qu'en France, finalement, où on est incapable, je dis bien incapable, de se cristalliser autour d'un véritable parti. C'est absolument pitoyable, c'est lamentable. Et c'est en France que le mondialisme et l'État profond restent le plus présents. Puisse, aujourd'hui, un homme sain, de corps et d'esprit, venir occuper le devant de la scène. Je le prie tous les jours, faites-en de même. C'est par la grâce de l'esprit que tout se fera et peut-être même se défera. Merci beaucoup de partager. Bonjour à tous. L'Union européenne est complètement dépassée, submergée par la révolte populaire. On va bien sûr revenir sur le résultat du premier tour de l'élection présidentielle roumaine dans cette vidéo. On va pas parler que de cela, parce que ça vient de sortir. C'est tout chaud, tout bouillant. On va en parler, on va analyser. On va parler aussi de ce qui se passe en Allemagne et la réaction face à une Allemagne tyrannique, parce que ça bouge, et du triomphe des Brexiteurs au Royaume-Uni, ce que ça veut dire. Tout ça au même moment, dans l'intervalle de quelques heures. C'est un moment, une année 2025, on l'avait annoncé, où toutes les lignes bougent à toute vitesse, où donc il faut se bouger nous-mêmes. Et alors, vous avez le candidat le plus souverainiste, Georges Simion, qui a fait un résultat très élevé, beaucoup plus encore que ce que lui prédisaient les sondages, puisqu'il a fait 40% au premier tour. Et qu'il est face au second tour à l'ultra-européiste Nico Zordan, qui est le maire de Bucarest, qui n'a fait que la moitié de son score, 21%. Alors au même moment, vous avez un scandale mondial avec l'Allemagne, puisque l'Allemagne a décidé d'aller possiblement vers l'interdiction du premier parti du pays, d'après les sondages actuels, donc l'AfD, qui lui veut le Dexit, quitter l'Union européenne et l'euro. Et voilà, Le Monde explique dans un article du 2 mai, je cite, « Le débat sur l'interdiction du parti d'extrême droite ». Toujours, tout le monde est extrême droite. Simion extrême droite, Georgescu extrême droite, l'AfD extrême droite, Farage extrême droite, Trump extrême droite. Bon, dès que c'est hors système, c'est complotiste, tout ce que extrême droite, tout ce que vous voulez. Donc ça, n'écoutez même plus les mots, ça ne veut rien dire. Donc ça, c'est le Monde. Le débat sur l'interdiction donc de l'AfD devrait repartir de plus belle en Allemagne. L'Office de protection de la Constitution, agence chargée du renseignement intérieur, a en effet classé le 2 mai le mouvement comme extrémiste de droite confirmé, indiquant que les indices selon lesquels, je cite, l'AfD aurait des aspirations contre l'ordre fondamental libéral et démocratique sont devenus à ses yeux des certitudes. Je rappelle que ils ont fait 21% des voix aux législatives du 23 février dernier en Allemagne, qui revendiquent plus de 50 000 adhérents, que là, ce qui a été publié, c'est un rapport de plus de 1000 pages contre eux, qui sont pour le Dexit, la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Et ça peut entraîner des conséquences tyranniques et dictatoriales. Le Monde l'explique dans le même article. Concrètement, je cite, les services fédéraux allemands pourront désormais surveiller plus facilement l'AfD avec des moyens étendus, procédant à des écoutes, recrutant des informateurs. Surtout, cette décision pourrait permettre de fonder juridiquement les demandes d'interdiction de l'AfD auprès de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Donc, ils vont pouvoir les espionner, les infiltrer, les écouter et les interdire. Donc, belle démocratie. Mais ça réagit du côté de l'administration Trump. Je vous rappelle que Simion, il est très proche aussi de Vance, Trump, etc. Alors là, pareil, l'administration Trump réagit au plus haut niveau. D'abord, donc le secrétaire d'État Marco Rubio, donc c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, qui a mis sur son compte X ce 2 mai. Moi, mon compte X, c'est F-Filippo, comme Instagram, je vous le rappelle, si vous voulez me suivre. Il écrit ceci. L'Allemagne vient de doter son agence de renseignement de nouveaux pouvoirs pour surveiller l'opposition. Ce n'est pas de la démocratie, c'est de la tyrannie déguisée. Et vous avez dans la foulée le vice-président américain Jill Evans qui publie également sur son compte X ce 2 mai ceci. L'AfD, le parti le plus populaire d'Allemagne, est de loin le plus représentatif de l'Allemagne de l'Est. Aujourd'hui, les bureaucrates tentent de le détruire. L'Occident a démoli le mur de Berlin.
et il a été reconstruit non pas par les soviétiques ou les Russes, mais par l'establishment allemand. On va se replonger dans cette histoire France-Vatican. On va peut-être commencer par la fin, si vous le voulez bien, avec cette actualité, puisque, évidemment, dans 2 jours, les évêques se réunissent pour pouvoir élire le nouveau pape, le 7 mai, le conclave pour choisir ce nouveau pape, avec 135 cardinaux électeurs qui vont choisir à huis clos dans la chapelle Sixtine le futur chef de l'Église catholique. Et on a vu alors une actualité intéressante côté presse italienne conservatrice, notamment dénoncer, on va dire, les tentatives d'influence d'Emmanuel Macron. Je vous cite par exemple Libero, le journal, le quotidien conservateur italien. Macron s'incruste même dans le conclave, c'est le titre, ou encore La Verità, qui dit Macron veut même choisir le pape, toujours le titre de la semaine dernière, ou encore Il Tempo, la grandeur de Macron ne connaît pas de limite. Voilà 3 journaux notamment qui s'offusquent de cette tentative d'influence. Et Donald Trump, 48 heures avant la rencontre avec Mark Carney, qui a donné une longue entrevue où il a répété de long à large que lui, l'annexion du Canada, ça va toujours être à l'ordre du jour, il va toujours en parler à chaque fois, ça fait partie de ses plans. Est-ce que c'est au point où M. Carney pourrait annuler sa visite à Washington? Non, ça n'arrivera pas. Il va être à Washington en fin de journée, sinon demain matin, mais je pense qu'il est attendu en fin de journée. Donald Trump qui a quand même précisé, c'est important, que la menace militaire était inopérante quand il parle d'annexer le Canada. C'était pas ça l'enjeu, mais qu'il y avait toujours intérêt pour les Canadiens de se joindre à la grande famille américaine, de devenir le 51e État, alors qu'il ne renonce pas à cette possibilité d'intervention militaire pour mettre la patte sur le Groenland. Mais à quelques heures de la visite, c'est évident que Donald Trump n'a pas changé d'idée sur ce projet d'union entre les 2 pays, sinon qu'il mesure encore ses effets face à Mark Carney. C'est Carney, on l'apprend, qui a établi la communication après l'élection pour parler avec Trump, et il a répété qu'il avait de bons rapports. On est loin du gouverneur Trudeau. On verra si ça change sur la substance, les enjeux. Sinon, moi, je pense que Donald Trump a besoin, on en parlait vendredi, de concret, d'entente et de progrès. Il peut pas dire on aura quelque chose plus tard, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois, et de laisser l'incertitude dominer. Citoyens de Russie, frères et sœurs, le 9 mai, comme chaque année, notre nation s'apprête à commémorer une victoire sacrée. Ce jour-là, il y a 80 ans, nos grands-pères ont écrasé le nazisme au prix de sacrifices incommensurables. La mémoire de cette victoire est sacrée. Elle ne tolère ni l'insulte, ni la provocation. Et pourtant, une nouvelle fois, les forces du chaos, les marionnettes de l'Occident, osent défier la Russie. Le président de l'Ukraine, cet acteur devenu serviteur des intérêts étrangers, annonce avec arrogance une prétendue grande attaque pour le 9 mai. Une attaque pendant notre jour de gloire? Une provocation pendant notre jour de recueillement? Cela ne restera pas sans réponse. Zelensky, écoute-moi bien. Tu joues avec le feu. Tu as oublié que la Russie n'a jamais été et ne sera jamais un pays que l'on menace impunément. Ceux qui ont tenté de le faire ont tous été brisés par notre détermination, notre foi et notre puissance. Tu parles d'une attaque. Nous te répondrons avec une frappe de l'histoire. Et vous, les dirigeants européens, vous qui alimentez cette guerre avec vos armes, vos mensonges, vos sanctions et votre lâcheté diplomatique, vous êtes complices. Ne croyez pas que vos frontières, vos traités ou vos illusions de paix vous protègent. Vous avez nourri le monstre. Vous avez armé un régime qui bombarde des civils russophones, qui glorifie les collaborateurs de l'Allemagne hitlérienne et qui piétine la mémoire de nos héros. L'OTAN, cette machine rouillée de domination américaine, croit pouvoir encercler la Russie. Elle pense pouvoir nous soumettre, nous isoler, nous affamer. Mais vous avez sous-estimé l'âme russe. Vous avez oublié que notre peuple ne se rend pas. Il endure, il lutte, et il vainc. Si une goutte de sang russe est versée le 9 mai, la réponse sera immédiate, brutale et inoubliable. Nous ne limiterons plus nos actions aux zones de combat traditionnelles. Toutes les chaînes logistiques, toutes les bases militaires, toutes les capitales qui soutiennent cette folie seront désormais considérées comme des cibles légitimes. La Russie dispose d'armes que le monde redoute. Nous avons fait preuve de retenue, trop longtemps. Mais cette retenue ne doit pas être interprétée comme de la faiblesse.
Si notre territoire, notre peuple ou nos symboles sont attaqués ce jour-là, alors ceux qui auront semé le vent récolteront l'ouragan. Zelensky, ton théâtre touche à sa fin. Tu as sacrifié ton pays pour les applaudissements de Washington. Tu as transformé l'Ukraine en champ de ruines pour gagner des minutes d'antenne en Occident. Mais l'histoire est en marche, et elle ne retiendra pas ton nom parmi les héros, mais parmi les traîtres. Russie, prépare-toi. Notre peuple est uni. Notre armée est prête. Notre volonté est de faire. Si la guerre est imposée à notre patrie le jour de la victoire, alors nous répondrons avec toute la puissance d'une nation qui n'a jamais été vaincue. Que Dieu protège la Russie. Que Dieu protège notre vérité. Et que l'ennemi sache que nous n'oublierons jamais. Nous ne pardonnerons jamais. Choc à Bruxelles. Xi Jinping, le président chinois, a décliné l'invitation de l'Union européenne à participer au sommet commémoratif du 50e anniversaire des relations sino-européennes. Un affront diplomatique majeur qui jette une lumière crue sur les tensions grandissantes entre Pékin et Bruxelles. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut bien comprendre l'ampleur de ce qui est en train d'être fait. En vérité, Donald Trump met un terme à 30 ans ou 40 ans de mondialisation. Et même, si je voulais aller plus loin et plus profondément, en vérité, il ferme le XXe siècle. Le XXe siècle qui s'était ouvert avec, on parle toujours de président américain d'ailleurs, les grands discours de Wilson, le président américain pendant la Première Guerre mondiale, et qui avait imposé, si vous voulez, dans ce XXe siècle, la domination et l'hégémonie et la supériorité des individus sur les peuples et sur les familles, la supériorité des juges sur les États, la supériorité du libre-échange sur le protectionnisme, la supériorité des minorités sur la majorité, des organisations internationales sur les gouvernements, etc., etc. Ce 25e siècle-là est en train, effectivement, de s'achever sous les coups de Donald Trump. Donc c'est vous dire que c'est historique ce qui est en train de se passer. Il veut ramener un monde où ce seraient les États, les gouvernements, les peuples, les nations qui dirigent, et non pas les juges, les individus, les organisations internationales, etc. Petite vidéo en direct des entrepôts Carrefour Allen, où vous pouvez le voir, on jette de la nourriture à un niveau industriel. Suite au mouvement de grève, plutôt que de donner les produits à date courte aux salariés, la direction a choisi de tout bazarder et de tout jeter. Faut savoir qu'on est aujourd'hui le 3 mai. Les produits sont bons jusqu'au 6. We're going to manage to net zero by 2050. Actually, we're going to have specific targets by 2025 and 2030, so you can measure the short term. They don't say this quite as loudly, but what they're also saying and thinking, and we're going to make a lot of money off of this because actually this is the way the world's headed. I mean, I'm not sure exactly when we get there, but to be carbon competitive is going to be value creating. Le mois dernier, avec Joachim Kuss et 6 autres collègues du Parlement européen, j'ai écrit une lettre à l'EMA, l'agence européenne chargée d'autoriser les médicaments sur le marché européen. Et dans cette lettre, nous demandons des éclaircissements sur les nombreux problèmes qui entourent l'arrivée des vaccins. Ces problèmes sont si graves que nous avons demandé à l'EMA de retirer l'autorisation de mise sur le marché. Ce mois-ci, nous avons reçu une réponse de l'EMA à notre lettre et cette réponse contient des faits choquants. Tout d'abord, l'EMA déclare explicitement qu'elle a uniquement et exclusivement autorisé les vaccins Corona sur le marché pour l'immunisation individuelle et absolument pas pour le contrôle de l'infection. Et absolument pas pour la prévention ou la réduction de l'infection. Et c'est dévastateur pour les gouvernements qui se sont lancés à fond dans la campagne de vaccination en faisant passer le message que vous le faisiez pour les autres. Rien de tout cela n'est vrai. Non seulement l'EMA n'a pas du tout autorisé les vaccins à prévenir les infections,
L'EMA va même plus loin en déclarant dans sa réponse, et je cite, que les rapports d'évaluation de l'EMA sur l'autorisation des vaccins soulignent le manque de données sur la contagiosité. En d'autres termes, les vaccins n'ont pas été conçus pour prévenir les infections. Et il n'y a certainement pas de données permettant d'affirmer que les vaccins aident à lutter contre les infections. En fait, l'EMA affirme que l'exposition répétée au virus augmente le risque d'infection même chez les personnes vaccinées. Les campagnes gouvernementales massives visant à vous faire vacciner pour protéger vos parents, vos voisins, les membres les plus faibles de la société, n'étaient pas seulement non autorisées, elles étaient totalement absurdes et ne reposaient pas sur des faits. Mais malheureusement, il y a pire. L'EMA dit que les vaccinations sont uniquement destinées à la protection de l'individu vacciné. Et qu'avant de vacciner l'individu, le patient, et je cite à nouveau l'EMA, toutes les informations relatives à la sécurité doivent être soigneusement prises en compte avant d'administrer ou de recommander une vaccination. Vous ne pouviez donc être vacciné qu'après qu'un médecin ait déterminé qu'il était prudent de le faire dans votre cas. Et comme pratiquement aucune personne de moins de 60 ans ne risquait de complications graves à cause du coronavirus, à quelques exceptions près, personne de moins de 60 ans n'aurait dû être vacciné. Donc les salles de sport remplies de vaccinateurs étaient totalement contraires à l'usage pour lequel les vaccins étaient autorisés par l'EMA. Et il y a pire. Pour évaluer la sécurité des vaccins, il était essentiel pour l'EMA que les effets secondaires soient correctement enregistrés. Et l'EMA dit à ce sujet, nous nous attendons à de nombreux rapports d'effets secondaires survenant pendant ou peu après la vaccination. Cela signifie que les plaintes doivent être signalées précisément dans la période initiale de la vaccination. Le gouvernement a soutenu sa politique selon laquelle ces plaintes ne devaient précisément pas être signalées dans les 14 jours suivant la vaccination, car le vaccin avait besoin de 10 à 14 jours pour devenir efficace. Toutes les plaintes déposées au cours de cette période ont été précisément attribuées au coronavirus. Il ne s'agit pas seulement d'une fraude, mais d'une mise en danger délibérée de vie humaine. Et je vous rappelle que nous sommes toujours aux prises avec une surmortalité massive supposée inexpliquée. En bref, cette information de l'EMA est dévastatrice pour la politique de vaccination poursuivie par Rutte et De Jong. Le gouvernement savait que les vaccins ne protégeraient pas contre la propagation du virus, mais il n'a pas partagé cette information avec le public. Au contraire, il a imposé les vaccins à nos concitoyens par des mensonges, a dissimulé les effets secondaires et a ainsi mis en danger la santé de tous ceux qui ont reçu un tel vaccin. Les campagnes de vaccination doivent être arrêtées le plus rapidement possible, car elles ne sont tout simplement pas sûres et ne répondent pas aux exigences fixées par l'EMA. Et le gouvernement et tous les partis politiques qui le soutiennent doivent être tenus responsables de leurs mensonges et de leurs tromperies. Je vous remercie.